Bonjour et bienvenue à tous dans Volte-Face, la Torah et toutes ses faces dans un podcast. Ceci est le premier épisode de notre série sur Toldot. Je suis aujourd'hui accompagnée de Michal. Bonjour. Et de Abigail. Bonjour. On a choisi d'ouvrir le bal de cette série par un personnage que l'on trouvait mystérieux et trop méconnu, car il œuvre dans l'ombre. Ce personnage est un électron libre qui a su rompre avec sa famille, qui abandonne tout du jour au lendemain pour se fabriquer de toutes pièces un destin. Ce personnage est assez sportif pour tomber d'un chameau et puiser l'eau du puits à peine 3 ans. Ce personnage est assez belle pour que la Torah le mentionne 2 fois. Et ce personnage est assez intelligent pour avoir orchestré la plus grande supercherie du Sefer Bereshit. Vous l'avez deviné, c'est de Rivka dont on va parler. Nous sommes donc entre l'an -2000 et -1800 avant l'ère chrétienne, en terre de Canaan. Yitzhak vient d'hériter de son père Abraham d'une terre. Il est devenu propriétaire terrien et agriculteur et prospère. Il a épousé Rivka, femme d'Yitzhak, fille de Bethuel et sœur de Lavan, qui vient de la ville de Nahor. Yitzhak et Rivka sont heureux, s'aiment, mais ils sont frappés de l'habituelle malédiction des couples dans Bereshit, à savoir la stérilité. Yitzhak et Rivka prient, la prière de Yitzhak est exaucée, Rivka va tomber enceinte. De 2 jumeaux, qu'on va dire, assez caractériels. Le premier est poilu et chasseur, le second est toujours sur ses talons, mais préfère l'intérieur de sa tente. Les rôles sont attribués, les destins semblent scellés. L'aîné héritera du père, portera le nom et la famille. Le second étudiera et suivra. Mais rien ne va se passer comme prévu, à cause d'une mystérieuse prophétie qui intervient au début de cette histoire. Lorsque Rivka tombe enceinte, paniquée des souffrances qu'elle subit, elle va consulter Hachem, l'Hydrosh et Hachem. Et voici la réponse qu'elle obtient. 2 nations sont dans ton sein, et 2 peuples sortiront de tes entrailles. Un peuple sera plus puissant que l'autre, et l'aîné obéira au plus jeune. Nous reviendrons sur cette mystérieuse phrase. La suite de l'histoire est connue. Un droit d'aînesse échangé contre un plat de lentilles, tout ce qu'il y a de plus normal, les filles, n'est-ce pas? Un frère qui se déguise pour choper la bracha de l'autre, un père trompé, une haine meurtrière, et enfin, Toldot se termine sur la fuite de Yaakov. Rivka, pour sa part, joue un rôle capital dans cette supercherie. Mais 2 problèmes se posent. Le premier, elle favorise un de ses fils au détriment de l'autre. Yaakov au détriment d'Ésav qui perdra tout. Deuxième problème, elle fait tout cela en cachette. Pourquoi ne pas le faire ouvertement? Pourquoi mentir, voler et ruser aux yeux de tous? Abi, je crois que tu as une explication quelque peu déconcertante sur le personnage de Rivka. Est-ce que tu veux nous en parler? Oui, est-elle, bien sûr. Pour moi, Rivka, elle agit pour que la névoie se réalise. C'est pour cela qu'elle en vient à favoriser son fils Yaakov, son 2e fils, au détriment de l'autre, l'aîné, et qu'elle va aussi leurrer son mari pour cette raison. Alors, pour étayer un peu ma thèse, il faut d'abord commencer par les névoies. Comme tu dis, elle souffre de sa grossesse. Elle va chercher Dieu pour trouver la cause de cette souffrance. Et Dieu lui dit, verset 23, chapitre 25, « Shne goim bebit tner » 2 nations sont dans ton sein, ou « Shne leumim mim haïr iparedou » et 2 peuples sortiront de tes entrailles, « Il homme yehematz » un peuple sera plus puissant que l'autre, « Verav yavod saïr » qu'on traduira déjà par l'aîné servira le plus jeune. Alors d'après Rashi nous explique qu'il s'agit de 2 royaumes qui vont sortir de ses entrailles et que lorsque l'un s'élèvera, l'autre tombera. Un système de balancier. Quant au Rav Yavot Saïr, l'aîné servira le jeune. On remarque une sorte d'erreur grammaticale qu'on ne comprend pas, si elle est là, c'est fait exprès qu'elle soit là, puisqu'il manque le Rav Yavod et Atsaïr. Et également le Rav, qui ne veut pas dire forcément l'aîné, mais qui peut dire aussi beaucoup. Sous-entendu, beaucoup de gens serviront le jeune, ce que relève le Da'at Kenim et le Riskoni. Malgré ces zones d'ombre, on va rester sur le Rashi qui parle de ce système de balancier, qui dit que l'aîné ne va pas forcément tout le temps dominer le jeune, parce que l'aîné, a priori, a l'héritage paternel. On ne sait pas comment Rivka comprend cette névoie. Pourtant, elle part, en silence. Peut-être qu'elle est rassurée de savoir déjà qu'elle a 2 jumeaux, qu'elle a des jumeaux, qu'elle ne fait pas une fausse couche, et qu'il y a un enjeu qui se joue là maintenant dans ses entrailles et pour le futur.
Ensuite, bien sûr, on a la naissance. On a Yaakov qui achète le droit d'aînesse à son frère. On a une interruption dans l'histoire avec l'histoire d'Avimelech et de Yitzhak et de Rivka qu'on laissera de côté. Et ensuite, on revient avec Esav. On dit qu'il a 40 ans et qu'il épouse des filles de Chet et que cela cause de la peine à ses parents. Et là, à partir de là, Rivka revient sur scène et là va endosser le rôle du fourbe. Elle écoute aux portes et voit que Yitzhak désire bénir son fils avant de mourir, désire bénir son aîné. Elle décide de dire à Yaakov de prendre sa place. Comment légitimer ces actes de tromperie ? Elle va tromper son aîné et elle va tromper son mari. Pour moi, ça ne peut que s'expliquer par la névoie. Elle agit sans scrupule parce qu'il y a une raison rationnelle. Ce n'est pas seulement pour servir des intérêts personnels. Ce serait pour moi d'écrire un personnage un peu bas. Biche t'arrête là. Elle aurait pu très bien parler à Yitzhak de sa névoie si vraiment il était question du peuple juif. De cette manière, elle n'aurait pas eu à tromper Yitzhak. Elle n'aurait pas eu à tromper Yitzhak. On peut quand même imaginer que même si Rivka était venue parler à Yitzhak, Yitzhak soit ne l'aurait pas cru, parce qu'on sait qu'Yitzhak était aveuglé physiquement, mais aussi par son amour, donc au sens figuré, par l'amour qu'il portait à son fils Esav. Donc, est-ce qu'elle aurait eu des chances d'être aidée par Yitzhak si elle était venue le voir ? Est-ce que ça aurait vraiment servi à quelque chose ? Je suis d'accord avec toi, Ethel, mais je pense que la thèse d'une Rivka qui serait fourbe, qui orienterait ses actions qu'en fonction de la névoie, c'est un peu quand même excessif. On voit dans les psukim que l'amour et les sentiments filiaux sont de nombreuses fois mentionnés. Rivka, elle pourrait agir du coup en fonction de ses sentiments. Elle aime Yaakov. Au-delà de simples préférences, on mentionne ici vraiment Ahava, l'amour. On dit Vayehav, Rivka et Yaakov au verset 28. Comme si l'amour ici, il est exhaustif. On a l'absence du même comparatif, contrairement au cas de Yosef. Plus tard, quand on dit à son sujet Israël, Ahav et Yosef Mikol Banav. Israël, Yaakov, préférait Yosef de parmi ses fils. Les raisons de son amour ne sont pas expliqué pour le cas de Rivka, alors que pour Yitzhak, il est quand même précisé qu'il aime Esav parce qu'il lui met la nourriture dans la bouche, donc il y a une raison, c'est rationnel. Et Rebecca, elle paraît aimer Yaakov d'un amour qui est complètement inconditionnel, et c'est pour cette raison qu'elle désire qu'il ait la meilleure place dans la famille, la meilleure posture dans l'avenir de sa descendance. Et de plus, on remarque qu'il est plusieurs fois répété « mon fils béni » pour accentuer le lien qui relie Rivka à son fils. Michal, pour moi, un amour inconditionnel peut quand même avoir une origine, des sources. Je peux t'aimer sans condition, quoi que tu fasses, je t'aimerai, mais mon amour vient bien de quelque part. Donc, pourquoi le texte ne mentionne pas la source de l'amour de Rivka envers Yaakov, premièrement. Et deuxièmement, même l'amour le plus fort et le plus inconditionnel ne justifie pas de ruser, mentir, voler. Vous avez toutes les deux parlé pour l'instant des raisons des agissements de Rivka, mais on peut peut-être parler des agissements de Rivka eux-mêmes. On nous vend depuis qu'on est petite cette matriarche idéale, parfaite, et en fait on voit que, je vais pas dire que c'est rien de tout ça, mais on voit que c'est une femme qui est en proie à des hésitations, qui se pose des questions. Quand elle est enceinte, elle va voir, les Mefarchim nous le disent, toutes les femmes de la région pour savoir que c'était comment votre grossesse, est-ce que c'est normal que la mienne se passe comme ça ? On voit qu'elle questionne Hachem. Certains Mefarchim disent même qu'elle a remis en question peut-être l'existence d'Hachem. Elle s'est dit, mais s'il m'arrive une grossesse aussi difficile, est-ce qu'il y a une raison à ça ? Donc ces motivations restent discutables. On va essayer de voir si ces agissements nous permettent d'y voir plus clair. Alors, pour moi, Rivka, c'est pas simplement une femme qui agit sans scrupule, sans épargner le sentiment de son aîné, son mari. Au contraire, elle a le sens du sacrifice par amour pour son fils Yaakov, puisqu'elle connaît les risques de son entreprise. On peut en donner une preuve. C'est au moment où elle décide d'envoyer Yaakov prendre la bracha et que Yaakov lui rétorque qu'il risque d'être reconnu par son père et du coup d'attirer sur lui la malédiction au lieu de la bracha. Et Rivka lui dit alors qu'elle est prête à prendre sur elle la malédiction, Alaï qu'il la terra bénie au verset 13. Donc si elle aime vraiment Yaakov d'un très grand amour au point de prendre sur elle cette malédiction. Pour moi, Michal, je suis pas d'accord. Moi, je pense que c'est la névoie qui, justement, explique qu'elle est prête à prendre tous les risques pour son fils. Maintenant, on
peut avoir un autre argument pour montrer que c'est la névoie qui guide les actes de Rivka lorsque elle envoie son fils Yaakov, se marier avec une fille en dehors de Canaan et qu'elle dit à son mari il faut qu'il se marie avec une fille en dehors de Canaan. Elle dit s'il se marie avec une fille de Canaan, la ma lichaïm. Pourquoi pour moi cette vie? Pourquoi toutes ces tromperies pour que finalement la névoie ne puisse pas se réaliser à cause d'un mariage désastreux avec Canaan, qui a mauvaise réputation chez Avram. Mais on peut encore dire que c'est par Ahava qu'elle agit, qu'elle va pas forcément plus loin que le bien immédiat de son fils. Les agissements de Rivka, en effet, ils ont eu un impact réel sur la formation du peuple juif, mais elle-même n'en était pas forcément consciente. Il s'avère simplement que son amour pour Yaakov, il l'a menée à de telles situations. Et je pense que si elle repose son existence sur lui et qu'elle ne s'est pas dit que d'elle-même pouvait découler d'elle les 12 tribus, c'est qu'elle s'est annulée pour son amour pour Yaakov. D'ailleurs, par la suite, on voit plus s'exprimer Rivka, comme si l'absence de Yaakov l'avait rendue muette. Et ce serait justement là un signe de la tristesse de Rivka, dont la vie n'avait de sens que pour Yaakov. Oui, c'est vrai ce que tu dis, Michal. En fait, Rivka va disparaître du récit, comme si juste avant elle n'existait que pour Yaakov. Donc, on a Michal qui défend que la névoie n'est qu'accessoire dans l'histoire et qu'elle n'agit pas pour elle, Rivka. Et Abby, toi, tu défends l'idée que Rivka n'agit que par et pour la névoie. Ça me rappelle une autre histoire de prophétie. On sait que dans Bereshit Rabbah, on nous décrit qu'est-ce qu'il y avait dans le contenu de cette prophétie. Et en fait, le Rav Yahavot Saïr, ce qu'on traduit aujourd'hui comme l'aîné servira le plus jeune, était en fait très ambigu. C'était Rav, ça peut être traduit comme l'aîné, le grand, ou alors ça peut être traduit comme important, le méritant, nous dit la Gemara. Et donc, c'était un petit peu au petit bonheur la chance, celui qui sera le plus méritant va se mettre à asservir l'autre. Ça aurait pu être Yaakov, comme Esav. Et donc, ça me rappelle une autre histoire, très rapidement, c'est l'histoire d'Harry Potter. Parce qu'en fait, Harry Potter, dans le tome 5, il se pose la question, mais pourquoi Lord Voldemort, il a choisi de venir me tuer moi, en fait? Pourquoi qu'est-ce qui fait que je suis l'élu? Et il apprend que Voldemort avait entendu une prophétie qui disait telle période naîtra un petit garçon qui surpassera le mage noir et il le détruira. Voldemort a eu peur, il a cherché quel garçon du côté ennemi allait naître et il a choisi Harry et paf, il débarque chez les Potter et la suite on la connaît. Et du coup la question se pose, Harry se demande mais est-ce que j'étais l'élu depuis le début ou est-ce que parce que Voldemort a choisi de venir dans ma maison ce soir-là, je le suis devenu? Et c'est un peu l'idée avec Rivka. Rivka a orienté ses actions pour Yaakov, pour que Yaakov soit celui au profit duquel se réalisera la prophétie finalement. On peut relativiser peut-être le rôle de Rivka d'ailleurs, parce que Yaakov avait déjà entamé le processus de vente du droit d'aînesse avant que Rivka entre en scène, comme tu as dit Abby, elle arrive en scène tardivement dans l'histoire. Donc la question est, est-ce que Yaakov connaissait la prophétie et a aussi activé le processus? Je propose qu'on en parle dans un épisode, le prochain épisode consacré à Yaakov. Merci d'avoir écouté cet épisode. Nous sommes Michal, Abby et Ethel dans Volte-Face, la Torah et toutes ses faces dans un podcast. Nous vous retrouverons donc la prochaine fois pour parler de Yaakov dans sa jeunesse. Qui était-il avant de devenir le père de toute une nation? Connaissait-il son destin à venir? À la semaine prochaine. Au revoir. Merci.